Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Mado depuis le Québec et nous allons parler d'OVNI, de manipulation, des chemtrails. À tout de suite dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Mado, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour Alain, je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Alors, il fait beau au Québec? Il fait froid, très froid, mais c'est joli quand même. Je viens d'aller faire une belle marche dehors, c'est magnifique. Le ciel est bleu? Oui et non, il y a du bleu et du gris. Oui, c'est comme ici, quoi. Il y a plutôt du gris en ce moment. Alors, vous êtes au Québec, vous êtes conférencière. Quels sont les sujets que vous abordez en conférence? Tous et aucun. Finalement, ce sont tous des sujets qui se relient au même domaine que nous appelons personnocratia, qui est un mot que certaines personnes connaissent. Je vais l'expliquer rapidement. Oui. Personno vient de personne, évidemment. Et puis, kratia, ça vient du grec, donc ça veut dire le pouvoir de commander. Alors, personnocratia, c'est la personne qui décide, qui comprend que le pouvoir de commander est en elle. Alors, plutôt que de se diriger vers les autorités extérieures, que ce soit le gouvernement, les parents, le patron, etc., elle se retourne à l'intérieur d'elle pour dire qu'est-ce que ça me dit de faire en dedans, étant donné que l'autorité suprême, ce que certaines personnes appellent le divin, étant donné que ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous, donc à l'intérieur de moi. Bien sûr. Alors, quel a été votre parcours pour en arriver là? Arriver à faire justement des conférences sur tous ces sujets? Ça a commencé, c'est sûr que ça a commencé il y a des millions d'années, quand l'âme s'est incarnée pour la première fois, mais je vais revenir à cette incarnation-ci. Oui, vaut mieux. Parce qu'on ne reviendra pas trop loin en arrière. Oui, sinon on va parler longtemps. Oui, c'est ça. Mais je crois que la première fois, ça a commencé, quand j'ai commencé à voir que j'étais un peu différente des autres, c'était à 14 ans. Quand ma meilleure copine est arrivée un matin à l'école, et puis elle a dit « Hey, Mado, j'ai vu une soucoupe volante hier soir. » Elle et son frère, que je connaissais très bien, ont eu une expérience, probablement une expérience d'enlèvement, je suis pas sûre, mais je suis en tout cas sûre qu'ils ont vu d'assez près une soucoupe volante un soir quand j'avais 14 ans. Et puis toutes les petites filles autour ont dit « Voyons, elle est devenue folle du jour au lendemain. » Puis moi, j'ai dit « Pourtant, je la connais bien, c'est ma meilleure copine. » Et puis, je connais bien son frère. Il était pas fou hier. Il n'y a pas raison qu'il soit fou aujourd'hui. Et puis, c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille pour comprendre qu'il y avait des choses un peu mystérieuses sur la planète dont on nous parlait pas beaucoup. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire des choses un peu bizarres. Alors, j'ai acheté mon premier livre sur les extraterrestres quelques jours après, par hasard. Tu sais comment ça se passe, ces choses-là. Bien sûr. Quand c'est le moment, quelque chose se trouve sur notre route. Alors, par hasard, j'ai découvert un livre là-dessus quelques jours après. Je l'ai acheté avec mon petit argent de poche. Et puis, j'ai commencé à lire des choses un peu alternatives à partir de cet âge-là. Ce qui fait que j'ai compris assez tôt que le gouvernement était pas nécessairement toujours franc avec ses citoyens. Et puis, à travers les années, tu peux t'imaginer qu'à gauche et à droite, quand j'avais dans la vingtaine, j'ai commencé un groupe de pacifisme parce que il y avait des avions qui nous passaient au-dessus de la tête où je demeurais au nord du Québec, qui se pratiquaient
c'était des aviateurs américains qui venaient se pratiquer dans la région de Chicoutimi, si tu connais un peu, pour se pratiquer à lancer des bombes. Ils lançaient pas vraiment des bombes, mais c'était des pratiques de F-18 qui se passaient au-dessus de nos têtes. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement avec ces avions? Ils se pratiquaient, c'était des pilotes qui venaient des États-Unis sur une base canadienne, mais qui était une base qui était finalement internationale parce qu'il y avait des pilotes d'un peu partout. Et puis ils se pratiquaient à conduire des avions F-18, des chasseurs, des avions chasseurs qui pouvaient aussi être utilisés pour lâcher des bombes. Ouais. Alors moi, ça m'avait beaucoup marqué. Donc j'ai commencé un groupe de pacifisme dans la vingtaine, puis ça m'a montré bien des choses. Ça m'a permis d'écrire des articles dans les journaux pour la première fois, d'organiser des marches dans les rues, d'oser me dresser contre l'autorité. Ça a été très chouette parce que ça a été la première fois où j'ai vraiment pu exprimer mon désaccord. Et puis je crois que c'est la première fois où j'ai aussi compris que moi, j'avais beaucoup changé à travers ça, mais que les avions continuaient à passer au-dessus de nos têtes. Ouais. Donc, ça n'avait pas changé l'extérieur. Ouais. Par contre, j'avais beaucoup changé à l'intérieur. Puis, il y a eu plein d'autres choses qui sont arrivées ensuite. Et quand vous avez commencé justement à faire ces marches, à rentrer dans ces actions, quelle a été la réaction des gens? Mitigée, évidemment. Il y avait des gens qui me croyaient un peu osé de provoquer ainsi les autorités, de remettre en question les décisions gouvernementales. C'était drôle parce qu'à ce moment-là, je donnais des cours de français langue seconde dans une commission scolaire. Et puis, certaines de mes clientes, à ce moment-là, j'enseignais aux adultes. Puis, certaines de mes clientes étaient les femmes de ces aviateurs-là. Ça a été une très belle expérience parce qu'à un moment donné, elles ont appris que c'était moi qui étais une des responsables des marches qui se trouvaient être contre leur mari finalement. Alors c'était vraiment drôle. On a eu une discussion extrêmement profonde sur le sujet. Puis j'ai vu comment elles, de leur côté, elles voyaient seulement le beau côté de ça. Elles disaient oui, mais on a besoin de se faire protéger. C'est important que on ait des façons de se protéger contre l'ennemi, contre les méchants russes ou les méchants gens qui pourraient attaquer le Canada ou les États-Unis qui venaient de l'extérieur. Je pouvais voir leur point de vue, même si j'étais pas d'accord à 100%. Je comprenais que le mental est très bon. Il faut pouvoir trouver tous les arguments nécessaires pour trouver point X ou point Y. Alors, ça a été une belle expérience de cette façon-là. Mais j'ai fait plein d'autres choses aussi. J'ai commencé un éco-village, bâti ma maison en ballot de paille, j'ai fait l'école à la maison, j'ai fait plein de choses qui étaient un petit peu osées. Puis plus j'allais dans ma vie, plus j'osais. Puis, plus je faisais des choses qui étaient vraiment différentes. Jusqu'au moment où j'ai frappé mon mur, il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, je me suis aperçue que toute la planète était tellement en dissolution, tous les systèmes étaient en dissolution. Alors je me suis dit je pourrais pas transformer les choses. Mon éco-village, mes enfants biologiques allaitaient chacun 5 ans dans l'école à la maison, le jardin biodynamique, tout ça c'est pas assez. Il y avait des chemtrails qui nous passaient au-dessus de la... on avait des chemtrails qui tombaient sur mon beau jardin biodynamique et puis sur mes beaux enfants biodynamiques. Je me suis aperçue que finalement, j'ai eu l'impression que c'était une bataille perdue d'avance. Justement, on pourrait faire une petite parenthèse concernant les chemtrails. On va faire une ou deux émissions dans les jours suivants. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer ce que sont les chemtrails? Je peux en parler rapidement, mais je crois que c'est très difficile, même aujourd'hui encore, de comprendre toutes les raisons en dessous. Mais je peux vous résumer. Je peux parler justement de mon expérience. Vers l'année 2000 à peu près, j'ai commencé à voir qu'au-dessus de notre jardin et notre propriété, on demeurait à la campagne, à peu près à 1 heure d'Ottawa, du côté du Québec. Puis j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait des traînées en arrière des avions qui restaient dans le ciel. Auparavant, on avait ce qu'on appelait des contrails, des tracés de condensation en arrière des avions, ce qui fait que l'avion passait, puis quand elle était très haute,
les gaz d'échappement, il contenait de l'eau. Puis cette eau-là se change en cristaux de glace quand les avions sont très hauts dans le ciel, parce que c'est très froid quand c'est très haut. Ouais. Alors on voit donc les avions qui passent très haut dans le ciel. On voit un tracé de condensation qui s'efface tranquillement derrière l'avion. Alors ça faisait des années qu'on voyait ça. Puis tout à coup, vers l'année 2000, j'ai commencé à remarquer que les avions laissaient des tracés qui demeuraient dans le ciel pendant plusieurs minutes ou même plusieurs heures. Et puis j'ai dit à mon copain à ce moment-là, j'ai dit c'est bizarre parce que j'ai fait un peu de recherche, j'ai dit pourtant les avions, ils n'ont pas changé de combustible, il n'y a pas quelque chose de nouveau, ils n'ont pas créé un nouveau moteur à réaction. Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'Internet avait commencé à ce moment-là. Alors j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et puis j'ai découvert certains sites. Il y a un site qui est très connu qui s'appelle carnicom.com, carnicom.com, qui était le premier site qui a commencé à parler des tracés chimiques dans le ciel, des chemtrails. Et c'est à travers ce site-là, puis ensuite des livres que j'ai fait venir, que j'ai appris certains des résidus ou certains des produits qui étaient contenus dans ces tracés chimiques-là. Et puis, je peux les résumer très rapidement. Il y a du métal en suspension, des toutes petites particules de métal. Les plus communes sont l'aluminium, mais il y a également du strontium, du barium et plein d'autres. Là. J'ai pas la liste en avant de moi, là, mais il y a plein de produits chimiques, dont des métaux. Le strontium, le barium, c'est des métaux qui sont partiellement radioactifs, donc déjà, c'est un petit peu bizarre de voir ça. Il y a des cellules de sang séchées qui sont trouvées, souvent avec des types de sang qui sont probablement génétiquement modifiés. Il y a des bactéries, des virus, des micro-organismes, en tout cas de toutes sortes, souvent génétiquement modifiés. Il y a plein de choses, là. La liste est très, très longue. Alors la question c'était, mais qui se permet de faire tomber ces saloperies sur mon beau jardin puis mes beaux enfants? Alors ça m'a rendue extrêmement impuissante. La colère est montée. J'ai fait beaucoup de recherches, mais étant donné que j'avais déjà fait mes expériences sur le pacifisme bien des années avant, j'avais déjà compris que d'essayer de changer les choses, c'est quand même assez difficile. Ça m'a permis, par exemple, de me demander beaucoup de questions, de faire beaucoup de recherches, de découvrir une autre couche de la conspiration que j'avais pas découvert encore. Alors on va y revenir, on va continuer dans quelques instants, mais pour continuer sur les chemtrails, est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? Il y en a énormément. C'est drôle parce que je viens de revenir de Hongrie. Il y a quelques semaines, j'étais en Hongrie. J'étais aussi en Serbie, à Budapest et puis à Belgrade. Le ciel était couvert de chemtrails. Ah ouais. Couvert. C'était aussi dense que les belles journées couvertes au Québec aussi. Ici, il y en a énormément. Il y a quelques années, j'étais allée à Washington, il y a, mettons, 2-3 ans. Il y en avait partout à Washington. Il y en a partout dans les pays occidentaux, en tout cas. Si on regarde un peu, il y a des cartes sur Internet qui sont disponibles où ils montrent les endroits où il y en a le plus. Tous les pays occidentaux, les pays européens, toute l'Amérique du Nord, en tout cas. Il y en a en Amérique du Sud, beaucoup plus en Amérique du Nord. L'Australie, il y en a beaucoup aussi. Mais il y a certains pays, comme la Russie, il n'y en a pas beaucoup. En Chine, il n'y en a presque pas. En Afrique non plus. Alors, il y a vraiment des endroits ciblés qui semblent être les pays occidentaux les plus développés, semblent être les plus populaires pour les chemtrails. Alors, est-ce que les autorités, est-ce que le gouvernement se préoccupe de ce phénomène au Québec? Le gouvernement est absolument au courant des choses. Oui. Sauf que quand on demande à des politiciens, les politiciens vont faire la sourde oreille, ils vont dire « Ah, je suis pas au courant » ou récemment, il y a eu quelques conférences sur Internet qui ont été enregistrées où est-ce qu'on voit des gens du gouvernement puis de l'armée qui sont ensemble et puis qui discutent des programmes de chemtrails, mais officiellement, ils déclarent que c'est des expériences pour pouvoir régler le fait que la planète se réchauffe. Oui, mais elle se Alors, réchauffe. C'est pour contrer les changements climatiques ou le réchauffement climatique, ce qui est ridicule quand on voit tout le refroidissement climatique qui a lieu depuis quelques années. On sait donc que c'est des mensonges d'un bout à l'autre. Puis quand on regarde le contenu des chemtrails, on voit bien qu'il y a autre chose à part ça. Oui, tout à fait. Alors justement, est-ce qu'il y a une certaine couche de la population au Québec qui est conscient de ce phénomène et qui réagit?
Ben, je suis mal placée pour le savoir parce que je demeure à la campagne, je me promène pas souvent au centre-ville de Montréal pour demander aux gens s'ils croient à ces choses-là. Mais je peux quand même me fier aux gens que je rencontre, les gens de ma famille, les amis, etc. La majorité ne sont pas au courant. Mais c'est le cas aussi ailleurs, tu sais, que ce soit en Hongrie ou n'importe où ailleurs, ou quand je suis allée en France, j'en ai vu beaucoup. Il y a quelques années, je suis allée, mettons, en France, en Italie, en Suisse, il y en avait partout. Les gens sont pas au courant en général. Je dirais probablement autour de, peut-être 5% de la population est au courant. C'est un chiffre approximatif. Il y a les gens qui sont ouverts. Ceux qui croient dans la conspiration puis se demandent des questions finissent par comprendre que dans le ciel, les choses ne sont pas normales. Et puis, aussitôt qu'on se demande des questions, toute l'information est sur Internet depuis une quinzaine d'années. Hein. Donc, c'est très facile d'avoir l'information. Très facile. Elle est au bout des doigts. Les gens ont à taper, tracer dans le ciel, français ou anglais, et vous allez trouver de l'information qui va vous sortir par les oreilles. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent et que de plus en plus, les gens sont au courant de plein de choses. Je crois que oui, mais il y a encore une bonne partie de la population qui refuse, qui garde les yeux bien fermés, les oreilles bouchées, puis qui la bouche fermée, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas demander de questions. Mais je crois qu'il y a de plus en plus. Le pourcentage de gens qui s'éveillent augmente journalièrement, je suis sûre. Oui, il y a encore des gens qui sont un peu dans le déni, qui sont un petit peu dominés par la peur, mais on a l'impression que ça s'estompe de plus en plus. On a l'impression que les gens prennent de plus en plus conscience des choses. Oui. Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens, aussitôt qu'ils deviennent conscients de ça, ils vont, de mouton blanc, ils vont passer à mouton noir. Alors, leur première réaction, qui est celle que j'ai eue il y a bien des années avec le pacifisme, c'est de dire, on va demander aux autorités d'arrêter ça. Alors, il y a des pétitions, les gens vont sortir, faire des marches dehors, organiser des sites pour renseigner les gens, pour des sites de pétition, qu'ils vont pouvoir envoyer aux gens du gouvernement, aux représentants ensuite. Il y a beaucoup de gens qui vont s'activer de cette façon-là. Ça donne des résultats très mitigés. Souvent, ce qui arrive, c'est que ça va sembler fonctionner un peu. Les politiciens vont dire oui, on va y veiller, mais finalement, ça retombe dans le non-changement parce que les politiciens sont corrompus jusqu'à la moelle, la grande majorité. On ne parlera pas des politiciens un peu éveillés comme par exemple Laurent Louis en Belgique. Il y en a un peu partout. Il y a des politiciens dans tous les pays qui sont éveillés puis qui essaient de changer des choses, mais c'est pas eux qui se ramassent au pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Les politiciens sont des marionnettes, on le sait depuis des années. Le problème ne s'est pas arrangé depuis quelques années. Ça s'est empiré. Alors, oui, justement, c'est pas en étant mouton noir qu'on peut changer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas changer. Tout à fait. On a l'impression que les choses s'intensifient, notamment au niveau du climat, au niveau de l'économie, enfin à tous les niveaux. Et on a l'impression aussi que les gens aujourd'hui commencent, moi je vois autour de moi, les gens se posent des questions et disent ça va plus là. Et au niveau de la politique, alors je sais pas chez vous au Québec comment ça se passe, mais en France on dit ils sont tous corrompus, on en a marre. Il y a quand même 60% des gens qui ne vont plus voter. Oui, c'est le même phénomène est vrai partout, je crois. En tout cas, définitivement au Québec, et puis les copines que je connais en Europe, le même phénomène se retrouve partout. On voit bien que la corruption rampe partout en dessous. La pédophilie est partout, autant du côté de la religion que du côté de la politique. C'est le moment de s'ouvrir les yeux puis de voir que c'est pas en votant, puis c'est pas en espérant changer le bon berger que le mouton va pouvoir régler ses problèmes. Exactement, d'autant plus qu'il n'y a rien qui s'arrange, l'économie s'effondre complètement, le système bancaire, on n'en parle pas, donc on va pas pouvoir aller loin comme ça. Enfin, tout le monde le dit, moi je sais que tous les gens qui passent à ce micro, et puis monsieur tout le monde, je veux dire les auditeurs, nous disent la même chose. On arrive à la fin. Alors je sais pas, quel est votre sentiment justement avec ce que vous vivez, vous, au Québec, par rapport à ce que vous vivez là-bas? Je peux parler soit du Québec ou de moi parce que je suis pas nécessairement très représentative de ce qui se passe au Québec. Ou plutôt le contraire, je suis un petit peu... je fais partie de gens qui sont
sont non seulement très éveillés, mais qui ont trouvé des solutions et puis qui passent à l'action d'une façon extrêmement concrète au quotidien. Quelles seraient les solutions, justement? Aussitôt, premièrement, c'est pas la fin d'un monde, c'est le début d'un nouveau monde. Tout à fait, oui. Et puis, quand il y a le début de quelque chose, tout ce qui est vieux, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui est à laisser tomber devient exacerbé. Alors, on a le système politique qu'on mérite parce que la prochaine étape, c'est de se gouverner soi-même. Alors, c'est évident que le système politique est en train de se dissoudre. Du côté bancaire, nous en sommes à l'étape de créer notre propre monnaie. Alors, comme on est à cette étape-là, il est évident que le système financier extérieur, où est-ce que c'est les banksters du monde qui créent l'argent, ce système-là est en train de se dissoudre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et certains de nos auditeurs, enfin la plupart, à 90%, qu'il ne faut surtout pas céder, il ne faut pas avoir peur, il faut rester positif et foncer? Il faut définitivement rester positif. Mais il y a beaucoup de gens que j'entends dire ça, qui se mettent la tête dans le sable en disant « Je vais méditer pour la paix, je vais penser positif, mais je bouge pas. » Tout à fait. Je crois que l'important, nous sommes vraiment rendus à la période de l'action. C'est facile de s'évader dans la méditation, de s'évader dans le Qigong, le Tai Chi, le Reiki, la spiritualité. Puis ça veut pas dire de pas en faire, là. Ah oui. Ça veut dire que la solution est dans l'action concrète, dans tous les domaines de la vie, autant au niveau de la famille que au niveau de l'argent, de la santé. Et puis c'est justement pour ça que je travaille à 100%, 24 heures sur 24, au niveau de Personocratia, parce que j'ai trouvé que c'était avec Personocratia que j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions finalement. Puis que ça m'a permis de passer à l'action dans tous les domaines de ma vie. Pas uniquement avec l'argent, pas uniquement avec la famille ou la santé, mais à tous les domaines de notre vie, parce que comme c'est un changement planétaire qu'on vit, comme c'est un changement de l'espèce humaine qui est en disparition, puis on va vers autre chose, c'est évident qu'on peut pas seulement travailler dans un domaine de nos vies, de notre vie. Il faut regarder, examiner tous les domaines, puis en venir à la question fondamentale: qui suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Mado, c'est la clé du mystère. Alors justement, pour en revenir aux ovnis, quel est votre sentiment sur les ovnis? Nous, on fait beaucoup d'émissions dans l'émission La clé du mystère, ici à la radio. Alors on parle d'extraterrestres qui seraient dans des planètes en 4e, 5e, voire 6e dimension, qui auraient une technologie très avancée sur nous et qui essaierait de nous protéger. D'un autre côté, on entend des gens qui disent « Oh oui, attention, on est dirigé par des petits gris, par des entités obscures. » Comment démêler le vrai du faux et avoir un peu de clarté sur ce dossier? Comment vous l'interprétez-vous? C'est une très bonne question. Ça fait 44 ans que je lis là-dessus, que je parle à des gens qui ont eu plein d'expériences. Ça a vraiment été une grosse partie de ma recherche sur la conspiration. Le côté extraterrestre, c'est un domaine extrêmement important. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très, très difficile de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a tellement de désinformation qu'une maman chat ne retrouverait pas ses petits minous. Exactement. Alors, je peux vous donner certaines des conclusions auxquelles je suis arrivée, mais sous toute réserve, parce que il manque, pour monsieur et madame tout le monde, on manque tellement d'informations, et puis l'information qui est disponible sur Internet est tellement mitigée, mêlée, le faux et le vrai, mêlé.
Alors, c'est extrêmement difficile d'avoir une explication qui soit vraie, selon moi. Bon, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Essayons. Allez-y. Bon, les choses que j'ai découvertes depuis 44 ans. Il m'est arrivé de nombreuses fois, des dizaines de fois, de rencontrer des gens qui avaient vécu des expériences d'enlèvement. Puis en lisant plein de choses là-dessus, un auteur très connu qui donne une bonne idée de la situation, c'est David Jacobs, qui est un Américain qui a étudié le phénomène des enlèvements. C'est pas le seul, il y a John Mack, il y en a d'autres, mais j'ai bien aimé ces livres qui résument bien le problème. Il y a des millions de personnes sur la planète en ce moment qui sont enlevées d'une façon régulière par, on va appeler ça des aliens. Moi, j'aime bien le mot alien parce que ça veut dire étranger. C'est un ancien mot français d'ailleurs, c'est un mot français, même s'il est utilisé en anglais aussi. C'est pas des extraterrestres, ce sont des aliens qui existent, qui ont des relations avec la planète Terre depuis des milliers d'années. Il y en a de toutes sortes. Puis comme en plus, ils sont capables, certaines sortes sont capables de prendre l'apparence qu'ils veulent, alors vous pouvez imaginer que c'est un millimélo extrêmement confondant. Mais il y a sûrement des millions de personnes qui sont enlevées en ce moment, régulièrement, sur la planète. Alors, il y a un phénomène énorme qu'on a vu à travers des films ici et là. Hollywood nous a présenté leur version des faits. Oui. On nous présente les aliens comme étant des extraterrestres, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs, de d'autres planètes que la Terre. Je crois pas que ça soit très représentatif, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a probablement plein de réponses. J'ai l'impression qu'il y a des êtres, des aliens, des êtres ou des entités qui existent à une infinité de mondes vibratoires, dans une infinité de mondes vibratours. Vous voulez parler des mondes parallèles? Oui, mais c'est parce que qu'est-ce que c'est un monde parallèle? Ça peut être un autre temps, ça peut être un monde qui vibre à une vitesse un peu différente de la nôtre, auquel on a accès quand nous, on change notre vibration. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris qui est l'être humain. L'être humain est un des êtres les plus avancés de l'univers, qui a la possibilité d'avoir accès aux mondes les plus denses. Et puis la planète Terre, en ce moment, on est dans un des mondes, ou le monde le plus dense ici, jusqu'aux mondes les plus élevés. Alors on est un peu comme des généralistes. Tandis que les aliens, la plupart du temps, selon ma perception, ce sont des spécialistes de certains mondes vibratoires particuliers. Puis ils utilisent soit de la technologie, soit des pouvoirs mentaux pour être capables de modifier leur vibration pour apparaître dans notre monde et puis disparaître tout à coup. Ce qui fait que quand on parle à des gens qui ont des expériences avec des aliens ou des expériences d'enlèvement, ben ils vont dire, ils passent à travers les murs, ils vont apparaître dans ma chambre, puis ils vont disparaître, ils vont être capables de me parler de loin, puis je les verrai pas, mais je vais les entendre. Alors il y a toute une technologie, puis il y a tout un pouvoir mental relié au phénomène alien qui est difficile à cerner. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'êtres de niveaux vibratoires différents. Il y en a qui viennent vraiment de d'autres planètes aussi. Il y en a qui habitent à l'intérieur de la Terre, probablement de la Terre creuse, ou dans des bases souterraines, et puis qui sont là depuis des milliers d'années, sinon plus longtemps encore. On ne peut pas expliquer le phénomène alien en un paragraphe. Je me doute. Mais on avance de toutes ces théories. Est-ce qu'on a des preuves vraiment? Parce qu'on a l'impression que quand on commence à rentrer dans ce sujet, on rentre dans le sujet. Enfin, il y a des preuves, il y a des enlèvements, etc., etc. Mais après, on arrive dans un cul-de-sac. Finalement, on arrive dans une impasse parce qu'on n'a aucune preuve. Personne ne peut apporter la preuve ultime. Mais moi, selon moi, c'est le contraire. Il y a des milliers de preuves. Si vous commencez à vous tenir avec des gens qui font de la recherche là-dessus, on pourrait prendre une aréna de dossiers, de preuves qui sont accumulés depuis au moins 60-70 ans. Alors au contraire, il y a beaucoup de preuves. Je vais vous donner des exemples concrets. Des témoignages. Ah, mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Par exemple, s'il y a quelqu'un vous dit, j'ai vu une soucoupe volante qui a atterri chez moi hier soir, ben, des gens qui sont spécialistes vont aller mesurer la radiation du sol, le changement électromagnétique. Ils vont avoir des traces, ils vont avoir des résidus.
Les gens qui se font enlever, ils vont avoir des puces. Ils sont pucés souvent de types de puces qui sont difficilement, en tout cas, qui sont pas trouvées sur le marché. On dira pas que ce sont pas des puces humaines, parce que en ce moment, l'élite de la planète a probablement jusqu'à 10 000 ans d'avance au niveau technologique sur ce que nous, on connaît. Alors souvent, on va penser que c'est des phénomènes extraterrestres ou aliens, puis ce sont simplement des phénomènes humains, parce que l'élite a une longueur d'avance énorme sur la technologie, et puis on croit souvent que, mettons, si les gens trouvent des puces subdermales sur des enlevés, des abductés, et puis on se dit, ah ben oui, ces puces-là, c'est fait d'une façon tellement avancée que c'est sûr que ça peut pas être humain. Ben, j'ai souvent des doutes face à ça, parce que la puce qu'ils ont trouvée, même si elle est très avancée au niveau technologique, elle peut facilement venir de laboratoires secrets humains aussi, là. Tout est possible. Alors là, vous pensez que les enlevés, ça serait plutôt des enlevés par des humains? Ah, ben il y a les deux types. Il y a les types qui sont enlevés par les humains. Il y a des types qui sont enlevés par les aliens. Il y a souvent des personnes qui sont enlevées par ce qu'ils croient être des aliens, puis c'est tout simplement des clones faits en laboratoire, des OGM faits en laboratoire qui ressemblent à des aliens, ce qui fait que les gens qui se font enlever ont vu des aliens, mais ces aliens-là sont peut-être faits par des humains en laboratoire, dans des laboratoires cachés en dessous des bases militaires. Donc, voyez-vous, le problème est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Mettons que vous êtes chez vous, dans votre lit, vous vous réveillez la nuit, il y a un alien qui apparaît dans votre chambre. Il n'y a aucune façon de savoir si c'est un vrai alien, un faux alien, inventé par des humains, si c'est tout simplement un démon qui a revêtu un corps de clone qui a été développé en laboratoire par les humains. Toutes les réponses sont possibles. Vous pouvez cocher A, B, C, D, E. Toutes ces réponses sont possibles. Puis si ce bel alien-là est un beau grand reptilien de 9 pieds, avec des yeux flamboyants qui vous dit « je viens de Alpha du Centaure », comment pouvez-vous prouver que c'est vrai? Bien sûr. Mais les gens sont tellement impressionnés qu'ils croient tout de suite ce qu'on leur dit. Une personne qui m'a donné justement vos coordonnées me parle de ça sans arrêt et me dit oui, mais comment peux-tu être sûr, parce que je suppose qu'il y a des forces positives aussi, il n'y a pas que le négatif, et comment peux-tu être sûr qu'il y a aussi des forces positives qui sont là pour nous protéger ou qui existent éventuellement ailleurs? Bon, moi j'ai étudié pendant au moins 25 ans et il y en a beaucoup qui sont passés à ce micro, des gens qui ont vécu des NDE, des expériences aux frontières de la mort, et qui sont allés au-delà. Enfin, on va pas reparler de ce fameux tunnel, l'arrivée dans la lumière, etc., etc. Et qui ils me disent, là, on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans le positif. Et d'ailleurs, ils veulent plus revenir. Hein? Oui, j'en ai connu quelques-unes. Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, chez nous, on a Nicole Dron, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a vécu toutes les phases de la NDE, et c'est une personne vraiment admirable, à qui on peut faire confiance à 200%, et qui m'a bien expliqué plein de choses, et tout ce qu'on lui a expliqué avec énormément d'amour, un amour débordant. Là, elle me dit que c'est une communication d'âme à âme. On sait automatiquement. Je veux dire, il y a plus de mensonges, il n'y a plus rien. Donc, vous voyez la différence de situation, si vous voulez, par rapport à ce que là, on était en train de dire précédemment. Oui, il y a un problème très important face à tous les phénomènes de monde invisible. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris qui est l'être humain, comment il fonctionne, quelles sont toutes ses parties. Je vais vous donner un exemple. Quand on parle d'âme, 99% des fois, on parle du corps vital ou du corps émotionnel, qui est un des corps. C'est pas l'âme, c'est un des corps. Oui, c'est comme le corps physique. Ben, c'est un corps qui est un corps invisible, qui est le corps de l'énergie. Ce corps-là, il fonctionne. Il y a plusieurs types finalement, c'est plusieurs corps. Si on dit le corps vital, c'est plusieurs couches de corps vital qui appartiennent, qui nous permettent de contacter les mondes vitaux. Tout à fait. Puis j'utilise à ce moment-là les termes d'Aurobindo et de Mère parce que je les trouve beaucoup plus précis que ceux qu'on trouve dans les écrits nouvel-âgistes, en théosophie, avec Rudolf Steiner, avec Edgar Cayce. Ce sont des livres ou des auteurs que j'ai lus pendant plusieurs années. Puis
Puis en passant d'un à l'autre, il y avait toujours des changements. Il y avait toujours des questionnements. Puis quand je suis tombée sur les livres d'Aurobindo et Mère, j'ai dit, ouf, enfin quelque chose qui se tient. Quelque chose qui, à l'intérieur de moi, disait oui. Alors j'utilise des termes, donc, aurobindiens. Alors lui, il appelle ça le corps vital, pas le corps émotionnel. Il dit que le corps vital a plusieurs types de vibrations. La vibration la plus haute, c'est ce qu'on appelle les émotions. Il y a aussi des parties du corps vital qui sont plus liées aux passions, aux désirs. C'est ce qu'il appelle le corps des désirs. Okay? Alors, quand une personne a une expérience de mort imminente, le corps physique est en état de, mettons, léthargique ou mortel. Okay? Et puis, ce qui arrive, c'est que le corps vital et le corps mental continuent, lui, d'exister. Alors, la personne se retrouve au bout de son tunnel. C'est pas le paradis qui est là. C'est pas l'âme qui marche le long du tunnel. C'est le corps vital qui se déplace. Mais comme le corps mental est encore là aussi, la personne est capable de penser. Elle est capable de vivre des émotions, de sentir l'énergie. C'est le corps physique qui est resté là dans le lit. Là. Mais c'est le corps vital et le corps mental qui vivent une expérience. De la même façon qu'on vit une expérience de rêve. Les rêves, c'est souvent ça aussi, ou les voyages astrales. Alors, cette expérience de mort imminente-là, c'est pas l'âme qui vit l'expérience, c'est le corps vital. C'est pas mal ni bien. C'est pas moins bien ou moins important. C'est qu'on parle pas des mêmes choses. Il est en fait certain que ces gens-là, quand ils reviennent, moi j'en connais plein, qui me disent je retournais à la maison. C'est-à-dire qu'ils prenaient conscience qu'ils retournaient d'où ils étaient venus, hein, et vous les en ferez pas démordre. Oui, ben c'est parfait. C'est parfait. Puis les gens, ils ont vécu à ce moment-là, ils sont arrivés, leur corps vital est arrivé dans un corps, dans l'univers vital, dans le comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Dans le monde universel vital. Voilà, c'est ça. Et puis c'est pas que c'est moins bon, c'est parce que c'est pas le monde de l'esprit. C'est autre chose, le monde de l'esprit. Ça veut pas dire que le monde universel vital est moins important. Il faut appeler un chien, c'est tout. Et quand la personne ensuite arrive dans un monde mental, les descriptions sont très différentes. On peut avoir ces types d'expériences-là souvent dans des rêves, des sorties de corps, en méditation. Puis les gens qui font beaucoup de méditation vont pouvoir décrire des mondes vitaux ou des mondes mentaux qui sont très différents les uns des autres, qui correspondent à des niveaux vibratoires très particuliers. C'est qu'on n'a pas compris comment fonctionnent des mondes invisibles. C'est ça notre problème. Et puis, la plupart des enseignements nouvel-âgistes ont été promus justement dans le but de nous mêler, justement dans le but de nous faire croire que notre âme, c'est notre corps vital. Ce qui fait qu'on ne va pas aller voir plus loin pour essayer de comprendre plus loin. Enfin, c'est vrai que ceux qui ont vécu les expériences l'ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient beaucoup plus grands que ce corps vital. Ah ben c'est sûr. Ils ont finalement touché l'aspect universel de leur être, mais l'aspect universel vital. Oui. Puis il y a différents types de mondes vitaux. Il y a du bas vital. On en entend parler parfois dans les enseignements nouvel-âgistes ou théosophiques. On parle du bas astral ou du bas vital. C'est ça, tout à fait. Du bas astral, du moyen, du haut. Ce sont des mondes vitaux très particuliers. Ce qu'Aurobindo appelait le monde de transition, ou je me souviens pas, il y avait un terme spécifique. Où est-ce qu'il disait que les gens, quand ils commencent à sortir de leur corps, puis qu'ils commencent à avoir des expériences de méditation, ou ce qu'ils appellent des expériences, la plupart du temps, ils commencent par les mondes vitaux. Et puis, la plupart des gens se perdent dans ces mondes-là. Ils se laissent influencer par des entités. Ils réalisent pas que ces entités-là, c'est ce qu'on appelait traditionnellement des démons. Et puis comme les démons peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent, puis ce sont les spécialistes les plus menteurs que tu peux pas avoir, ben on voit quelque chose qui est lumineux, on voit quelque chose qui nous dit « Ah, je viens des Pléiades » ou etc. Là, ils vont nous dire ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir notre attention et qu'on s'ouvre à eux. Oui, mais alors, ça, je sais, j'entends aussi ce discours-là très très souvent, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de faire peur aux gens et de tomber dans la paranoïa? Parce que moi, je vois que tous ces gens, enfin, les gens qui ont vécu les NDE, les sorties de corps, tout dépend de leur état d'esprit, hein, parce que je pense qu'on attire ce qu'on veut bien attirer. Si on est positif, je pense qu'on attirera forcément le positif, et si on est un petit peu négatif ou si on a peur, justement, on va attirer des forces
qui correspondent à notre état de pensée. Je vous dirais oui et non. Évidemment, nous sommes des aimants. Nous attirons vers nous ce qui correspond au niveau de conscience de ce moment-là. Il ne faut pas oublier que on a plusieurs niveaux de conscience. On peut aller du plus bas, du niveau de conscience de la roche, jusqu'au niveau de conscience de ce qu'Aurobindo appelait le supramental, c'est-à-dire au-delà du mental. Okay? Alors, on a tous ces niveaux de conscience-là, et puis dépendant au moment de l'expérience de mort imminente, ou au moment où on fait un rêve, on vibre à un certain niveau. Notre conscience correspond à un certain niveau, un peu comme quand on est dans un grand édifice, mettons de 100 étages. On peut prendre l'ascenseur puis peser sur l'étage, le 3e sous-sol ou l'étage numéro 100. C'est ça. N'importe quel étage entre ça. Nous, on a accès à tout ça. Évidemment, on va s'ouvrir au monde vibratoire universel qui correspond à l'endroit du bouton sur lequel on a pesé à ce moment-là. Tout à fait. Est-ce que vous avez connu Jacqueline Bousquet? Jacqueline Bousquet est une scientifique qui Oui, j'ai vu plusieurs conférences sur Internet. Voilà, je l'ai pas connue personnellement. Elle était chercheuse au CNRS, mais elle était beaucoup plus que ça. Elle était biologiste, docteur. Enfin, c'était une tête pour la France. Oui, il y avait beaucoup d'informations sur la physique quantique aussi. Et sur la physique quantique également, oui. Et elle parlait des champs informationnels H1, H2, H3. Elle a repris les travaux d'Émile Pinel et elle nous disait, vous êtes roi dans votre royaume, il vous sera fait comme vous pensez. C'est vous qui conduisez votre âme, en quelque sorte, c'est vous qui tracez votre vie. Tout dépend à quoi vous adhérez. Oui, mais il y a aussi la question de... Quand je dis vous, quand je dis je fais ci, je fais ça, je décide, qui parle? Parce que dans la vie de tous les jours, je peux décider, par exemple, je fais de la méditation, je monte à un très haut niveau vibratoire, j'ai des contacts avec des êtres de très haut niveau, mais je reviens dans mon corps 1 heure après, et puis ma sœur cogne à la porte, elle commence à m'engueuler, puis là, moi je l'engueule aussi, puis je lui dis des bêtises, et puis il y a ma voisine d'en face qui passe avec 2 beaux gros seins, puis là j'ai envie de la baiser. Tu vois, je me promène tout le temps. Alors finalement, quand je dis je, qui parle? Ça dépend à ce moment-là à quel niveau vibratoire je vibre. Ah tout à fait. Mais de toute façon, il est vrai que c'est très difficile ici dans cette 3e dimension, enfin dans la vie que l'on vit tous les jours. C'est un effort, on va dire. C'est tout au moins, même si on est positif, on est quand même sans arrêt déstabilisé par plein de choses, des choses qui sont agressives. Oui, bien souvent, moi je t'entends, Alain, j'ai de la difficulté un peu avec le mot positif. Je vais te dire pourquoi. C'est que finalement, positif veut dire bien des choses. Le bien et le mal, le positif, le négatif, c'est basé sur des croyances, c'est basé sur des expériences de ce que je porte au niveau vibratoire aussi. Tout le tamas que je porte avec moi, tout le bagage que je porte à l'intérieur de moi qui vient de ma culture, qui vient de mes parents, qui vient de mes ancêtres. Et puis tout ça, ça va colorer ce que j'appelle positif et négatif. Bien sûr. Puis la question, c'est de savoir qui est l'être humain et quel est son rôle. Et puis moi, j'aime beaucoup l'explication que Guy, justement, celle qui a commencé Personocratia, Guy, que les gens connaissent comme étant Guylaine Langto, qui est la dame avec qui je travaille, avec qui j'écris, elle explique, c'est sûr, l'être humain est une espèce de transition. Transition pour aller vers où? Transition de l'animalité à ce qu'elle appelle la diécité. Oui. Ou à ce qu'Aurobindo appelait l'être divin. Oui, tout à fait. On a une clé, c'est que finalement, l'être suprême, tu peux l'appeler comme tu veux, a créé une espèce qu'on appelle Homo sapiens, qui avait un boulot extrêmement spécial et précieux, qui était celui d'être une transition entre l'animalité pensante, là. Bien sûr. Et puis une autre, plus qu'une autre espèce, là, parce que là, on sort de l'animalité. Donc, un autre règne. On a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Puis dans le règne animal, je vais mettre les extraterrestres, là. Si les extraterrestres baisent, font encore des bébés, puis ils mangent encore, il y en a certains qui le font. Okay? Les extraterrestres ou les aliens qui ont des corps physiques, qui doivent nourrir, qui doivent reproduire, ce sont des animaux comme nous, des animaux pensants, mais encore des animaux. Oui. Puis je crois que la prochaine étape, puis
c'est ça que l'être humain doit découvrir à l'intérieur de lui, finalement, parce que ça viendra pas de l'extérieur, ça va venir de l'intérieur de lui. Ah oui, tout à fait. Doit découvrir en lui le prochain règne, qui est un règne que Guy appelle le règne diasique, qu'Aurobindo appelait le règne divin, où il va avoir un être qui va devenir immortel, omniscient, omnipuissant ou tout-puissant, un autre règne, fait d'une autre matière, une matière qui est plus dense que le diamant, plus légère que l'air. Oui, c'est ça. Guy a amené ça comme idée, et puis il y a plusieurs années, il y a quelqu'un lui a dit « Hey Guy, écoute, ce que tu amènes comme idée, ce que tu sens à l'intérieur de toi, qui est ce que l'être humain doit faire, ça, il y a quelqu'un qui l'a décrit avant, qui s'appelait Aurobindo, et pas sa conjointe, mais sa compagne d'évolution, la mère. Alors, et c'est à ce moment-là que Guy a commencé à lire Aurobindo et Mère, et à voir que ce qu'elle sentait à l'intérieur d'elle, qui était ce qu'elle devait faire, puisqu'elle enseignait, ça correspondait à ce qu'Aurobindo et Mère décrivaient aussi. Cette conscience-là, elle est maintenant à l'intérieur de l'humanité, et puis c'est en train de pousser partout. C'est qui, Guy? Guy, c'est avant, son nom était Guylaine Langto. C'était la femme médecin qui a écrit un livre qui était un best-seller qui s'appelait La Mafia médicale en 94. Et puis à ce moment-là, ça a fait sensation parce que c'était une femme qui avait qui avait des cliniques médicales à plusieurs endroits. Elle était médecin depuis 25 ans. Elle avait des cliniques médicales en Ontario, à plusieurs endroits au Québec, en Floride. Elle avait aussi étudié la médecine en France. Donc, elle avait connu 4 systèmes médicaux. Et puis, elle avait dit, après 25 ans, elle a dit, moi, là, j'ai vu comment ça fonctionne. J'arrête. Je suis plus capable de fonctionner dans un système comme ça. Et puis non seulement j'arrête, mais j'écris un livre pour expliquer aux gens comment ça marche. Elle a écrit le livre La Mafia médicale. C'est un peu l'équivalent chez nous de Sylvie Simon, si vous connaissez. Oui. Alors, Oui. Sylvie... La différence, je crois, c'est que, étant donné qu'elle était femme médecin, son mari était également médecin, son père était propriétaire d'une petite manufacture de médicaments. Alors, vous pouvez vous imaginer, elle avait baigné toute sa vie en médecine. Et alors, elle était extrêmement bien placée pour, de l'intérieur, voir comment fonctionnait le système. Alors, elle était très, très crédible. C'était ça qui a fait que son livre a fait sensation. Enfin, une femme médecin qui a pratiqué pendant toutes ces années-là, qui ose dénoncer le système. Et puis, elle parle en connaissance de cause. Alors, ça a fait sensation. Elle a été poursuivie par le Collège des médecins au Québec. Elle a perdu son droit de pratique, mais en quelque part, c'est elle qui a renoncé avant. De toute façon, elle a dit, de toute façon, je veux plus pratiquer. Vous pouvez m'enlever mon droit de pratique, je le veux pas, votre droit. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à dire, là, j'arrête médecine, qu'est-ce que je fais? Elle a étudié tous les autres systèmes pour essayer de voir. Elle s'est aperçue que tous les autres systèmes fonctionnaient comme le système médical. Finalement, c'est tout contrôlé de l'intérieur par l'élite. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Partout, dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Mado, c'est la clé du mystère. Alors Sylvie Simon, elle était journaliste, mais elle travaillait de concert avec Jacqueline Bousquet, qui elle avait été directrice du CNRS et était médecin aussi. Donc elle travaillait très très bien toutes les deux. Oui, oui. Est-ce que le fait d'avoir remué un petit peu tous ces sujets, ça vous a pas amené dans votre parcours à quelques déboires? Oui et non. Je pense que la plus grosse déboire que j'ai vécue, c'était celle de me créer un fils très malade. Mon 3e enfant était un garçon qui avait qui avait plusieurs problèmes, dont le problème principal était quelque chose qui s'appelle le status epilepticus, qui était une maladie mortelle. Ce qui m'a permis, malgré le fait qu'il n'avait jamais été vacciné, parce que j'étais anti-vaccination à ce moment-là, moi j'avais étudié en biologie à l'université, j'avais toujours trouvé que la vaccination c'était bizarre.
Alors, très tôt, quand je suis tombée enceinte, en 86, j'avais fait des recherches à ce moment-là pour savoir si je ferais vacciner mes enfants. Et puis, j'avais fait venir l'information d'Europe. J'avais décidé que c'était clair que je ne ferais pas vacciner. Alors, mes enfants avaient été allaités à long terme, lit familial, école à la maison, pas de vaccination. Et malgré tous mes efforts en tant que bonne mère, je me suis créé un troisième fils qui était extrêmement malade, ce qui m'a permis d'explorer à peu près tout ce qui se faisait en médecine alternative pour me rendre compte finalement que j'ai baissé les bras, qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. C'était mon plus beau cadeau. C'était de me créer un enfant qui était tellement malade que j'ai été obligée de baisser les bras puis de dire finalement je lâche parce que si je continue c'est moi qui vais crever c'est clair. À force d'essayer de sauver mon fils. Bien sûr. Ça a été mon plus beau cadeau parce que c'est vraiment ça qui m'a amené sur le chemin de Personnocratia. C'est de m'apercevoir finalement que ce que j'avais à apprendre de ça, c'était fondamental, c'était de lâcher mon rôle de mère. Lâcher prise, oui. Alors, quelles sont vos actions au quotidien? Est-ce que vous avez des projets? Mes actions au quotidien, je vais vous décrire un petit peu ma vie de tous les jours. Vous allez voir que c'est pas la vie de monsieur et madame tout le monde. Alors, premièrement, je me suis en prenant des cours de Guy, ça m'a énormément aidé parce que je voyais toute la conspiration, mais j'avais pas de solution. Et à travers les livres de Guy et ses ateliers, j'ai découvert qu'il y avait des solutions à tous les problèmes. Premièrement, j'ai vu que le système bancaire était en faillite, que les banksters menaient l'élite par le bout du nez, que l'argent contrôlait la planète finalement. Et puis, j'ai trouvé des solutions. Premièrement, j'ai fermé mon compte de banque. J'ai arrêté de payer mes impôts aussi, mais ça, c'est quelque chose que je recommande pas aux gens de faire tout de suite. C'est quelque chose à faire comme dernier outil de conscience, mettons. Parce que j'ai beau critiquer le gouvernement, c'est encore moi, par mes impôts, qui paie le gouvernement. Oui. Donc, à toutes les fois que je paie des taxes, à toutes les fois que je paie l'impôt, je dis oui au gouvernement. C'est donc moi qui permet la corruption gouvernementale. Tout à fait. Je participe directement à ça à travers mes impôts et mes taxes. Exactement. Alors, j'ai donc décidé, à travers toutes ces années-là, de dire non à tous les systèmes que j'encourageais. Donc, fermer mon compte de banque, j'ai plus de carte de crédit, je fonctionne complètement hors système, soit en argent comptant, ou soit à travers un système d'échange fabuleux qui s'appelle le jeu, le jardin d'échange universel, qui me permet de faire des transactions de faire des échanges sans passer par le système monétaire. Je fonctionne donc complètement hors système au niveau financier. Au niveau politique, c'est facile, j'ai arrêté d'aller voter. Parce qu'il faut pas oublier que quand je vote, ça veut dire que je dis oui au système. Alors déjà que je croyais pas dans le système, que je voyais bien que les seuls politiciens un peu intéressants étaient jamais élus, j'ai arrêté d'aller voter. Celui-là était facile. Lâcher le système bancaire, ça a été un peu plus demandant, mais c'est rendu facile maintenant. Je voyage en avion, je vais dans des pays un peu partout à travers le monde et j'ai vraiment pas besoin de carte bancaire. Je me débrouille très bien sans ça. Je refuse le téléphone cellulaire parce que je sais qu'il a été créé pour détruire le cerveau. Il y a assez de preuves là-dessus que j'ai même pas besoin d'insister là-dessus. On a fait des émissions j'ai là-dessus. donc pas de téléphone cellulaire. J'ai un téléphone branché au mur d'où je vous parle en ce moment. Un filaire. Un filaire, c'est ça. J'ai pas de Wi-Fi à mon ordinateur. Je fonctionne avec un fil également. Jusqu'ici, nous avons été capables de fonctionner sans avoir de compteur intelligent où est-ce que je demeure. On va voir combien de temps ça va durer. Je fonctionne complètement au jaune, qu'on dit. Pas au noir, au jaune. Je fonctionne complètement hors système. Je travaille maintenant pour moi-même. Je ne travaille pas pour une corporation, pour une société. Je suis invisible. Je ne participe plus au système. Vous voyez, on en revient à ce que disait Jacqueline Bousquet, pensez par vous-même, vous êtes roi dans votre royaume. Ah, définitivement. Mais c'est beaucoup plus que penser, c'est d'agir. Oui, c'est ça bien qui sûr. est difficile. Bien sûr. C'est ce que je disais encore hier soir à quelqu'un. Bon, c'est bien joli d'être sur Facebook, de poster des choses, de parler. Parlez beaucoup moins et agissez. Oui. Mais ce qui est chouette, c'est que les livrets de Personnocratia que
que je viens de terminer d'écrire avec Guy, justement, c'est que Guy ou Guylaine Langteau, Guy donnait des ateliers qu'elle appelait les ateliers de Personocratia. Et puis, elle avait un livre qu'elle avait écrit qui s'appelle « Que diable suis-je venu faire sur cette terre ?» qui expliquait comment sortir des systèmes. Et puis, elle donnait des cours de 10 jours là-dessus, qui voient tous les systèmes. C'est un peu, quand on prend un atelier comme ça, c'est un peu comme rentrer dans un tourbillon. On rentre, puis quand on en sort, on n'est plus pareil. Tout à fait. Mais finalement, les gens lui ont dit, Guy, tes ateliers sont très chouettes, mais dans ton livre, tu expliques pas assez ce que tu dis dans les ateliers. Il faudrait que tu écrives quelque chose de plus complet. Alors, finalement, elle m'a demandé de l'accompagner là-dedans. Alors, les deux, nous avons écrit une série de 10 livrets qu'on appelle les livrets de Personocratia, où est-ce qu'on explique tous les systèmes et puis comment en sortir. Autant le système bancaire, le système politique, le système légal, comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'impôt, comment est-ce qu'on fait pour sortir des taxes, comment est-ce qu'on est capable d'utiliser une maison, une voiture sans l'avoir à notre nom, parce que quand on l'a à notre nom, on sait que c'est au nom de la corporation qui a été commencée à notre naissance. Alors, il y a toute une connaissance à avoir pour être capable de sortir des systèmes pour encore savoir comment ils fonctionnent. Alors, nous avons résumé dans 10 livrets tous les systèmes, y compris des systèmes comme la famille, par exemple, qui est probablement le piège le plus, ou la prison la plus difficile à voir, puis la plus difficile à laisser aller, c'est la prison qu'on appelle la famille. Alors, tout ça, nous l'avons étudié, résumé dans 10 livrets qui donnent aux gens non seulement comment chaque système fonctionne, mais comment sortir de chaque système. Alors, selon moi, c'est l'outil qui est le plus stimulant de tout ce que j'ai lu sur la planète jusqu'ici. Puis, je fais pas de farce, ça fait 44 ans que je lis des choses alternatives et c'est un peu le résumé de ces 44 années-là qui sont combinées à toutes les recherches que Guy fait depuis les 50 dernières années. Alors, c'est une mine d'or d'informations qui décrit des actions extrêmement concrètes à faire au quotidien. Parce que nous allons changer. L'espèce humaine est en train de disparaître, mais pour le faire, pour créer la prochaine étape, il faut le faire dans l'action. Alors, vous voyez que c'est du positif, tout ça. Ah, c'est extrêmement, extrêmement en puissance. Ben voilà. Alors, ces livrets, on peut se les procurer où? Vous pouvez vous les procurer sur le site de Guy, qui s'appelle www, évidemment, personocratia.com. Je vais l'épeler. Persono, c'est P-E-R-S-O-N-O. Et Cratia, c'est C-R-A-T-I-A. En un mot, personocratia.com. Alors, qu'est-ce que l'on peut trouver d'autre sur ce site? Les premiers livres de Guy, donc celui qui s'appelle La mafia médicale. Si vous avez encore l'impression qu'il est important d'aller chez le médecin quand on est malade, lisez ce livre-là, ça va régler le problème. D'accord, formidable. Et puis, le deuxième livre, qui est son livre qui résume tous les systèmes en un seul livre, qui s'appelle « Que diable suis-je venu faire sur cette terre ?» Il y a quelques années, Guy a fait 2 mois de prison puis ça lui a permis de terminer sa compréhension du système légal. C'était parfait. Et puis, elle a résumé tout son parcours au niveau légal dans un livre qu'elle appelle « Madame Guy, évasion en prison ». D'accord. Et puis, il y en a un dernier que certaines personnes connaissent. Quand elle a vécu son procès avec le Collège des médecins, elle a écrit il y a un livre qui est sorti là-dessus qui s'appelait Le procès de la mafia médicale, qui est excellent si vous voulez avoir l'information sur comment le Collège des médecins essaie de contrer l'information sur les vaccins, par exemple. Il y a beaucoup d'informations là-dessus dans ce livre-là. Mado, pour terminer cette émission, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Oui, j'en ai un important. Ça fait à peu près presque 1 an que je fais une recherche beaucoup plus intensive que d'habitude sur un phénomène qu'on appelle la planète X ou Nibiru. Je voudrais mentionner aux auditeurs que dans les années à venir, je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais je crois que oui, les changements climatiques, les changements cosmiques, les changements planétaires vont s'intensifier. Ah ben, il s'intensifie. Ça devient évident. Ça s'accélère depuis 3 ans, là. Alors, puis c'est de pire en pire. Alors,
ça vaut la peine d'aller faire de la recherche du côté de Nibiru et de la planète X. Il y a des sites informatifs qui en parlent. Il y a des sites intéressants qui en parlent. Il y a plein de désinformations. Il y en a autant que sur les extraterrestres. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, il y a un phénomène qui est en train de... Il y a quelque chose qui s'en vient. On peut l'appeler comme vous voulez. Ouais. Il y a plusieurs noms à ça. Le phénomène va s'accélérer, mais il ne faut pas oublier que je suis créatrice de ma réalité. Exactement. Voilà. Donc, je crée Nibiru et je crée tout ce qui va venir dans les années à venir pour me pousser vers la prochaine étape Tout à fait. évolutive qui va me permettre de sortir de l'humanité. Alors, ce n'est pas de voir ça, ce n'est pas de jouer l'autruche et puis de faire semblant que ça n'existe pas, c'est là. C'est ne pas de jouer au mouton noir puis de dire je vais dénoncer le fait que l'élite a construit des bases en dessous de la planète pour se protéger quand Nibiru va passer. C'est pas ça, c'est de réaliser que les choses vont s'accélérer, que j'ai à me préparer à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau vital ou émotionnel, au niveau physique. Et puis, de la façon la plus intéressante de se préparer, c'est de comprendre qui est l'être humain, vers quoi il s'en va, et puis de dissoudre l'ego à tout prix pour laisser l'âme prendre le dessus, pour se permettre à l'âme de s'exprimer. L'âme, elle sait ce que j'ai à faire. Exactement. Elle sait très bien ce qui se passe en ce moment. Mais de s'abandonner à son âme, c'est tout un processus. Et je recommande fortement d'aller voir le site de Personocratia. Il y a en passant un site... où est-ce que Guy et moi avons donné plusieurs conférences pour expliquer ce qui se passe. Alors, je peux vous donner le site aussi. Allez-y. C'est le site qui se nomme www.dianequiose.com. Je vais appeler D-I-A-N-E, Q-U-I, ose, O-S-E, donc dianequiose.com. où il y a tout un répertoire de conférences que Guy a données. C'est pas toutes les conférences, c'est le premier 20 minutes, je crois, de chacune. Puis s'il y a des conférences qui intéressent particulièrement certaines personnes, elles peuvent les faire venir sur le site de Personocratia. Mais elles vont voir que c'est énorme ce qui s'en vient. C'est énorme. Par contre, ça nous prend ça. Ça nous prend ça pour nous bouger un peu, pour sortir de notre léthargie, de notre inertie, et puis d'aller vers la prochaine étape. Exactement. Merci Mado d'être passé au micro de Fréquence Évasion. Bonne continuation au Québec et puis courage et puis soyons positifs quand même. Moi j'aime bien, soyons réalistes. Oui, mais réaliste, ça n'empêche pas d'être positif et réaliste en même temps. Exact. Voilà. À bientôt Mado. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.